Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. L'émission qui suit, consacrée à Jean-François Revel à l'occasion du centenaire de sa naissance, a été enregistrée avant que Libération ne publie 6 articles mettant en cause plusieurs personnes, dont Jean-François Revel, dans une affaire d'agression sexuelle sur une mineure, Inès Chatin. Au lendemain de la publication, les 3 enfants de Jean-François Revel ont publié ce communiqué. Le récit d'Inès Chatin faisant état de la participation présumée de notre père, Jean-François Revel, à des actes d'agression sexuelle sur mineurs, constitue pour nous un choc immense. Face à la gravité des accusations portées, nous souhaitons que la justice, qui a été saisie, puisse établir ce qui s'est réellement passé, quand bien même ces faits remonteraient à plus de 40 ans et impliqueraient de nombreuses personnes pour beaucoup disparues. C'est l'attente de la victime, qui a déposé plainte et dont nous ne doutons d'aucune manière de la sincérité et de la douleur. C'est aussi notre attente, car ces accusations nous plongent dans une incrédulité d'autant plus profonde qu'elles concernent un homme, notre père, dont tout ce que nous savons de sa personnalité comme de son comportement tout au long de sa vie se situe aux antipodes des actes monstrueux qui lui sont prêtés. Je fais mienne cette déclaration en ajoutant que depuis les articles de Libération, une réfutation de leurs accusations, rédigée par 2 des auteurs de l'abécédaire de Jean-François Revel, Henri Astier et Pierre Bonsen, a été mise en ligne sur la toile et sera publiée à la rentrée par la revue Commentaires. Le lien avec cette réfutation figurera dans le compendium de notre conversation qui sera publié mardi prochain. Je rappelle que sur notre site, vous pouvez vous abonner gratuitement à ce compendium. Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, pour cette émission thématique dont le sujet sera la personne et l'œuvre de Jean-François Revel. Ce sujet sera traité, examiné par Henri Astier. Henri Astier, bonjour. Bonjour. Nicolas Bavrez, bonjour. Bonjour. Et Laetitia Strauch-Ponnard, bonjour. Bonjour. Le 19 janvier 2024, Jean-François Revel aurait eu 100 ans. C'est à l'occasion de ce centenaire qu'il m'a paru pertinent de réunir le temps d'une conversation, qui est selon Revel l'un des plus vifs plaisirs de l'esprit, d'autres admirateurs de celui qui fut pour beaucoup un maître et pour certains un ami. Laetitia Strauch-Ponnard, vous êtes essayiste et journaliste, rédactrice en chef du service Idées et débats à l'Express, où vous travaillez depuis 2022. Henri Astier, vous avez été journaliste pour la BBC pendant 30 ans, ainsi que pour d'autres quotidiens tels que The Economist ou Le Point, et vous avez publié l'abécédaire Jean-François Revel chez Alary avec Pierre Bonsen et Jacques Faul. Nicolas Bavrez, je ne vous présente pas à nos auditeurs, ni comme essayiste, comme avocat, je ne sais pas, mais comme essayiste en tout cas, sûrement pas. Journaliste, résistant, gastronome, essayiste, écrivain, académicien, souvent éclatant d'intelligence et jamais dépourvu d'intérêt, il est peu de domaines que Jean-François Revel n'ait touché sans en extraire la substantifique moelle. Jeune résistant à Lyon puis à Paris, il publie pendant cette période de guerre ses premiers textes dans Confluence. Il enseigne ensuite la philosophie en Algérie puis au Mexique, où il crée le premier ciné-club, mais aussi l'histoire en Italie. Les multiples faces de cette figure gargantuesque nous donnent d'autant plus de raisons de s'intéresser à l'homme ainsi qu'à sa pensée. Revel, journaliste, bien sûr, celui qui a pris la direction de l'Express en 1978, dont il a fait un succès, notamment grâce aux révélations sur les finances du Parti communiste. Fondamentalement antitotalitaire, Jean-François Revel
réussit à traduire cet engagement profond dans sa façon d'aborder le journalisme. Revel politique, non seulement en critiquant De Gaulle qui ne le séduit pas, mais aussi avec son essai Ni Marx ni Jésus, dans lequel il présente les États-Unis comme le terreau d'une révolution mondiale. Omnivore, son appétit débordant ne s'arrête pas à la métaphore. Nous aimons le Revel gastronome, non seulement parce qu'il aime lui-même la table, mais aussi parce que, comme l'avait dit Michel Rocard après un déjeuner avec Jean-François Revel, on sort d'une discussion avec lui en ayant l'impression de mieux savoir ce que l'on pense soi-même. Nous pourrions, pour parler de ses écrits, lui retourner un de ses propres mots, ce qui fait un grand essai, la coïncidence d'une intuition, d'une démonstration et d'un style. Je vais vous proposer, pour commencer cette émission, chacun d'entre vous de dire comment vous êtes entré en relation intellectuelle et humaine, ou peut-être simplement intellectuelle, avec Jean-François Revel. Laetitia Strauss-Ritt. Eh bien, je pense que je suis la personne qui est entrée le plus tard autour de cette table, même trop tard, parce que ça doit dater de l'année 2018 ou 2019. Donc, c'est vraiment récent. Je travaillais à un livre qui est sorti depuis, qui s'appelle « De la France ». Et sur les conseils de mon excellent éditeur de l'époque, Benoît Hiver, des éditions Perrin, j'ai commencé à lire Revel. Il m'a dit Laetitia, vous ne pouvez pas seulement lire Aron, vous ne pouvez pas seulement lire Tocqueville ou Constant, enfin tous les autres, il vous en manque un qui est extrêmement pertinent si vous voulez comprendre mieux la France, si vous voulez mieux comprendre aussi le libéralisme français le plus récent, mais aussi si vous voulez lire un grand style. Et j'ai commencé par les mémoires. Alors, c'est peut-être un choix étrange, mais j'ai été absolument scotchée. Je les ai lus très rapidement. C'était l'été. Je les ai annotés, cornés. C'est une sorte de livre de chevet que je lis de temps en temps parce que dedans, il y a tout. Il y a bien sûr sa vie, ses idées, son regard sur sa vie, son regard sur ses idées et son regard sur la profession de journaliste. Donc, quand on est journaliste soi-même aussi, c'est extrêmement intéressant d'avoir cette espèce de modèle, en fait, qui vous donne un cours de journalisme indirectement. Et après, bien sûr, j'ai lu ses livres. Alors, je ne les ai pas tous lus, mais je pense avoir lu les plus importants. Et j'ai essayé de réfléchir aussi sur certains de ces livres qui m'ont beaucoup marqué, et notamment, alors c'est un livre assez ancien, c'est un livre de 1965 en France, qui n'est plus beaucoup lu, qui n'est pas le plus connu, mais c'est un livre dans lequel finalement il est encore de gauche, mais de gauche libérale, et où il critique De Gaulle, il critique le gaullisme, et avec énormément de brio, et sans partager tous ses jugements. J'ai trouvé ce livre assez remarquable et très actuel, en fait. Et beaucoup de ces livres le sont encore aujourd'hui. Les mémoires de Jean-François Revel, c'est Le voleur dans la maison vide, qui a eu d'ailleurs ensuite qui a eu une suite et qui a été un des très grands succès de librairie. Henri Astier, comment Revel vous est-il arrivé ? Alors d'abord, en tant que lecteur, j'étais jeune, c'était au début des années 80, et l'université française à cette époque-là était complètement dominée par le gauchisme culturel, par le structuralisme. On était marxiste. Je me souviens, il y avait un slogan à Nanterre qui disait « Ici, toutes les idées sont représentées de la gauche à l'extrême gauche ». Et moi, je n'étais pas du tout à droite. Enfin, je me sentais plutôt centriste. Et j'ai découvert Revel par le premier livre que j'ai lu de lui, c'était « Comment les démocraties finissent ». Et j'étais absolument ébloui par le style, par le contenu. Ensuite, je suis devenu journaliste. Je me suis exilé parce qu'il me semblait plus facile pour moi d'exercer ce métier dans les pays anglo-saxons. J'ai terminé en Angleterre et j'ai fait ma mission, si vous voulez, de prêcher la bonne parole, Revel, dans le milieu anglo-saxon. Donc, j'ai écrit pour diverses publications en anglais sur Jean-François Revel. Je me suis rendu compte à l'époque qu'en fait, il avait une très grande audience. Il connaissait tout le monde, en fait, aux États-Unis, en Angleterre, et il était populaire au sein, disons, d'un public éclairé, alors qu'il n'était pas du tout
En France, il avait des grands succès de librairie, mais la classe intellectuelle ne le considérait pas vraiment comme l'un des leurs. Bref, j'ai pu publier des articles sur lui. Et je suis entré en contact avec lui personnellement en lui écrivant, tout simplement. Et ça, j'ai découvert un autre aspect de la personnalité de Revel, c'est qu'il prenait très au sérieux le contact avec les lecteurs. Il parle du supplice de la notoriété c'est-à-dire que quand vous êtes connu, vous avez une foule de quémandeurs qui veut que vous parrainiez telle école ou que vous fassiez une préface ou je sais pas quoi. Et la raison pour laquelle c'est un supplice pour lui, c'est qu'il prenait ça au sérieux. Donc quand quelqu'un lui écrivait, il répondait. Et alors moi je lui ai écrit, oui voilà, je vous aime beaucoup, j'ai écrit ce modeste article, j'avais écrit un entrefilé pour le Times Literary Supplement, et il m'a répondu, et puis voilà, on a eu des contacts, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, à Paris, etc. Donc j'ai été ébloui à la fois par l'œuvre et par l'homme. Nicolas Bavrez. Alors moi, j'ai rencontré Jean-François Revel, en fait, à mon arrivée à Paris, quand je suis arrivé à l'École normale supérieure, c'était en 1980. Et j'ai eu la chance d'être invité à un bouclage de l'Express. Et ensuite, il m'avait invité à assister à une conférence de rédaction. Et ensuite, on a eu l'occasion de se voir de temps en temps, notamment dans les restaurants qu'il affectionnait. Je rappelle une chose très importante, c'est que le nom de Revel, ça montre son rapport à la gastronomie. Le nom de Revel est un nom de restaurant. Ce qu'il dit la formule qu'il donne dans les mémoires est extraordinaire. Il dit qu'il avait choisi donc ce pseudonyme du nom d'un restaurant dont le patron cuisinait une daube irréfutable, rue de Montpensier, en face de chez Jean Cocteau et Emmanuel Berle. Et j'allais dire, tout est dit à la fois l'immensité de sa culture et puis à la fois sa faconde, sa jubilation et puis son goût de la vie, de la culture et de la gastronomie. Mais l'autre raison, c'est que de fait, dans le début des années 80, donc c'est le moment de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, avec donc une embardée du pays, non seulement à gauche, mais avec des accents idéologiques assez forts. Et c'est vrai que le premier livre qui a vraiment sonné qui a fait le constat de l'échec programmé de cette gauche au pouvoir, c'est La grâce de l'État. Et derrière, m'étant intéressé un peu aux libéraux français, c'est vrai que c'est dans cette espèce de grande tradition libérale qui démarre avec Montaigne, Montesquieu et qui court jusqu'au, lui fait vraiment la bascule entre le 20e et le 21e siècle. Donc, c'est vrai que dans les grands libéraux français du 20e siècle, il y en a trois. Il y a Élie Halévy, il y a Raymond Aron et il y a Jean-François Revel. Et Jean-François Revel est celui qui a d'ailleurs accueilli Aron à l'Express après son départ du Figaro. Et la dernière chose, donc évidemment, ensuite, il y a tous les livres, comme on dit, qui sont d'une actualité incroyable. La connaissance inutile, toute sa réflexion sur l'information, c'est exactement les problèmes qui se posent aujourd'hui à nous. Comme il a été rappelé, comment meurent les démocraties. On est de nouveau dans un temps où on voit que les démocraties sont extrêmement fragiles. Et la chose qui a été rappelée à juste titre, qui est très méconnue en France, c'est à quel point il a eu une influence qui a beaucoup dépassé les frontières et qui était une vraie influence internationale. Et j'avais eu l'occasion de le rencontrer en Espagne, notamment avec Vargas Llosa, et c'est très intéressant de voir que dans sa biographie intellectuelle que Vargas Llosa a conçue comme 7 portraits des 7 intellectuels qui l'ont fait basculer du communisme au libéralisme, il y a 2 Français, Aron et Revel. Et la proximité entre Vargas Llosa et Revel a été très grande. Et l'influence de Revel dans le monde hispanique est totalement méconnue en France et en réalité très importante. Il lisait d'ailleurs quotidiennement des journaux en anglais, en espagnol, en italien
et peut-être en allemand, je ne suis pas sûr. Oui, et je voudrais rebondir sur Henri sur ce que vous disiez. C'est que vous regardez la fiche Wikipédia en français de Jean-François Revel. En français, elle est minime. Ça ferait même pas une brève de l'esprit public. Vous regardez la fiche en espagnol et en anglais, elle est bien plus importante. Elles sont bien plus importantes. Alors, si j'ajoute comme ma propre relation avec Jean-François Revel, donc je venais d'avoir des mésaventures avec la ministre de la Recherche de l'époque, qui était Madame Saunier Saïté, qui voulait, en bonne libérale, qui voulait bureaucratiser le CNRS et la recherche, donc la recherche hors statut. Donc j'avais perdu les crédits de recherche, j'étais au chômage, je m'apprêtais à partir comme attaché culturel à Ankara quand j'ai su que, enfin plutôt quand Jean-François Revel, qui cherchait quelqu'un pour traiter des livres d'histoire et de sciences humaines, m'a pris sans me connaître, après quelques essais d'ailleurs, quand on faisait des papiers à blanc. Et il y a eu une sorte de coup de foudre, d'amitié, qui fait que à mon 3e article, il m'a invité à déjeuner, les choses. Et donc, en marchant depuis l'Express, qui était à l'époque derrière l'Arc de Triomphe, tout en rue de l'Avenue Hoche, pour traverser la rue pour aller chez Prunier, qui à l'époque était un restaurant qui méritait d'être fréquenté. Il m'a expliqué tout un tas de choses qu'on pourrait trouver chez Prunier, parce que il y a des gens qui disent que dans un concert de Mozart, après le concert, le silence est encore un silence de Mozart, avec Jean-François, avant un déjeuner et après, c'était encore un déjeuner. Et quand on est arrivé chez Prunier, il m'a dit, écoutez, je déteste les déjeuners d'affaires, je cherche quelqu'un dans votre genre pour faire ceci et cela, est-ce que vous voulez rentrer au journal? Et je lui ai dit oui, sans réfléchir une seconde, alors que j'avais un engagement avec François Furet à l'École des hautes études. Et ensuite, on a commandé, et j'ai commandé une brandade. Et là, il m'a dit, je savais que j'avais raison. Et puis après, on s'est beaucoup vu, évidemment, y compris après. D'abord, j'ai été son collaborateur. C'était un plaisir j'ai encore une note qu'il m'a donnée quand il a quitté le journal. C'était la note qu'il avait faite au directeur administratif à propos du vin des dîners de bouclage, en disant que si le vin au dîner de bouclage suivant était aussi médiocre que celui qui avait été proposé au rédacteur, il mettait en doute la possibilité de publier cet hebdomadaire une fois par semaine. Et tout était comme ça. Il était gastronome, mais il était cuisinier. Et c'était un cuisinier absolument, enfin, d'une grande anxiété. On se trouvait en Bretagne de part et d'autre de la rivière du Trieux, et je prenais un petit bateau pour aller le voir. Il avait inventé une recette de moules. Il l'avait essayé sur son épouse, Claude Sarraute, qui avait mangé des moules pendant 4 jours parce que Jean-François n'était pas sûr de sa recette. Mais intellectuellement, enfin, par rapport à d'autres gens, Henri Astier s'étonnait de sa fiche Wikipédia. Je pense qu'il a manqué en France à Jean-François d'avoir constitué une cour. Au fond, il aurait fait comme Jean Daniel. Je rapproche ça de la phrase d'un des amis de Jean-François, qui était Emmanuel Berle. Emmanuel Berle expliquait André Malraux, que par ailleurs il aimait beaucoup, dont il avait été vraiment l'ami proche, mais il disait avec sa petite voix nasale, il disait « Vous comprenez, André, il a ouvert boutique de grand écrivain. Alors, il nous lisait ses livres à haute voix, il nous réunissait, il nous a lu Les Conquérants. C'est mauvais, c'est épouvantable, mais à la fin, il nous faisait lui-même l'éloge de son livre, et au fond, il a fait ça, il a ouvert boutique de grand écrivain. » Jean-François aurait ouvert boutique de penseur ou aurait ouvert boutique de grand journaliste, il aurait probablement dans Wikipédia une fiche qui déborderait de partout. Laetitia Strauss-Bonnet. C'est un peu le drame des libéraux aussi, c'est-à-dire que alors ce sont des héritiers, mais pas toujours, mais c'est rare qu'eux-mêmes veuillent laisser un héritage, mais dans ce sens-là, c'est-à-dire que ils ne cherchent pas à constituer, comme vous le dites, une cour, une école, on pourrait dire. Je crois que Raymond Aron parlait de secte. Il disait « Je ne suis pas à la tête d'une secte ». C'est dans Le Spectateur engagé, quand on lui demandait s'il avait des successeurs. Alors, il y a une forme d'individualisme chez les libéraux qui est parfois regrettable. Parfois, on aimerait qu'il y ait, alors pas une secte ni une cour, mais une espèce de succession. Une équipe, oui, des continuateurs, mais en même temps, à choisir,
moi, je préfère encore un esprit libre qui ne cherche pas à flatter ni à être flatté. Et dans ce cas-là, on sait bien qu'aussi, si c'est les gens qui l'apprécient aussi vraiment pour ce qu'il est et pour ce qu'il a écrit et pour ce qu'il a pensé, et pas forcément pour des services rendus, des renvois d'ascenseur, enfin de toutes les choses qui peuvent exister dans le monde intellectuel français. Je voulais dire exactement la même chose que vous, Henri Astier, sur Wikipédia, parce que je suis allée regarder un petit peu les différentes versions, et j'étais assez choquée même de voir qu'en français, il y a peu de choses sur sa vie, mais il n'y a rien sur sa pensée. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une sous-partie pensée. Mais la sous-partie pensée ou œuvre, elle existe dans la version anglaise de Wikipédia. Je voulais aussi ajouter que quand j'ai fait mes études, donc je suis dans les années 2000, à partir de 2002, je n'ai jamais entendu parler Jean-François Revel. Donc j'ai dû attendre 15 ans avant qu'on m'en parle et qu'on m'incite à le lire. Donc j'étais à l'école normale supérieure, jamais on m'a parlé d'Aron non plus, ni de Revel, à Sciences Po non plus. Et je trouve ça assez inquiétant parce que si on ne tombe pas dessus par hasard, comment on tombe sur Revel aujourd'hui ? Nicolas Bavrel. Je pense on tombe sur Revel pour une raison très simple, c'est que les problèmes qu'il a traités se posent de nouveau très fortement. Le problème de la manière dont les démocraties peuvent faire face à la crise intérieure et puis également à des menaces extérieures, la connaissance inutile, la manière dont l'idéologie brouille complètement le regard et dont il faut arriver justement à faire en sorte de rétablir un minimum de vérité, la réflexion sur l'information également. Et la force de Revel, c'est que avec une vie qui a été effectivement une vie extrêmement complexe, chaotique, pleine de ruptures, il y a une très grande cohérence. Et la cohérence, c'est les droits de l'individu et le primat de la liberté politique. Et ça explique d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est d'une certaine manière le dernier philosophe français des Lumières, et en parlant de secte, il a lui-même, il le raconte avec son humour habituel, il a fait l'expérience des sectes chez Gurdjieff, ce qui paraît improbable, parce qu'on a l'impression qu'il est extrêmement... que c'est le voltairien par excellence, l'homme de la raison et de la raison critique, et lui-même s'est laissé embarquer à travers sa première femme dans la secte Gurdjieff. Donc lui-même avait éprouvé, et il le raconte très drôlement, la manière dont, y compris des gens qui sont a priori très bien structurés et armés intellectuellement, peuvent céder à l'idéologie, au fanatisme ou à des dérives sectaires. Mais je crois que aujourd'hui, voilà, ce qui nous ramène à Revel, c'est exactement ce qu'il avait essayé d'imposer dans le débat public. Ce qui nous ramène à Revel, ce sont les faits et la réalité. Alors je dirais, personnellement, pour inciter les gens qui n'auraient pas encore lu Revel à le lire, je pense que commencer par Le voleur dans la maison vide, les mémoires, c'est vraiment ce qui est le plus... à la fois, on y trouve tout, le bonheur d'écriture, cette vie qui n'a pas cessé de s'engager, de se remettre en question, de repartir, et puis en même temps, cette sincérité sur deux points, le point de la sexe de Gurdjieff, que Nicolas vient d'évoquer, et aussi son rapport à l'alcool, qui était un rapport problématique, qu'il a reconnu avec beaucoup d'honnêteté. Après, je dirais que c'est pas un livre de Revel, c'est un livre sur Revel. Alors, il y a évidemment le livre de Pierre Bonsen, qui s'appelle Pour Jean-François Revel, qui a d'ailleurs été couronné d'un prix Renaudot, qui a été votre collègue, et l'abécédaire auquel vous avez participé, Henri Astier, dont je recommande la lecture. Puis enfin, il y a une chose, qui est l'anthologie de la poésie de Jean-François Revel, qui est publiée chez Bouquin. Elle est d'un parti pris vigoureux, comme il pouvait être. Ça lui a été reproché, son injustice à l'égard de certains
considéré comme poète par les uns mais pas par lui. Je pense à Aragon que Jean-François a banni de manière vigoureuse de cette... Des vers de Mirliton, il dit. Des vers de... Oui, c'est à peine s'il reconnaît qu'on peut en faire une chanson. Entre parenthèses, il avait pour la musique un goût qui n'est pas très connu, et il en parlait très bien. Mais dans cette anthologie, il y a une chose qui, pour moi, est une espèce d'instantané de Jean-François Revel. Il a trouvé moyen, tout en refusant Aragon et quelques autres, je crois qu'il n'y a pas Péguy non plus, mais non. Il a trouvé moyen de mettre Boileau. Après une préface dans laquelle il explique qu'il suffit d'un seul vers poétique pour être un poète lyrique. Et les 2 vers de Boileau qu'il a mis sont absolument étonnants. L'un, c'est « Le moment où je parle est déjà loin de moi », qui est une espèce de concentré de mélancolie extraordinaire. Et l'autre, c'est « Mes défauts désormais sont mes seuls ennemis ». Et je trouve qu'il y a quelque chose dans ces 2 vers et dans ce choix par Jean-François qui est à la fois le côté complètement personnel, inattendu d'être allé chercher Boileau pour le mettre dans une anthologie de la poésie lyrique et de choisir ces 2... Nicolas Bavrez. Peut-être juste un mot sur le titre de ses mémoires, Le voleur dans la maison vide, qui est effectivement très mystérieux, mais ça montre l'éclectisme et l'ouverture d'esprit de Revel, parce que en fait, ça vient donc d'une histoire bouddhiste, donc qui lui a été racontée par son fils Mathieu, qui était astrophysicien et qui est devenu moine bouddhiste, et avec lequel il était généticien, c'est tout à fait vrai, puisqu'il avait fait sa thèse avec François Jacob. François Jacob. Et donc, le voleur rentre dans... C'est Mathieu Ricard dont nous parlons pour le cas où Mathieu Ricard, ce qui est le nom d'origine de Jean-François. De Jean-François, qui était Ricard avant de prendre le pseudonyme de Revel. Et donc, cette fable montre, c'est la déception du voleur qui se donne beaucoup de mal et puis qui rentre dans une maison vide. Et dans les mémoires, Revel explique que c'est d'une certaine manière que ça raconte aussi l'histoire du XXe siècle, mais ça pourrait aussi raconter l'histoire du XXIe siècle, parce qu'il dit la chose suivante, il dit cette fable, elle désigne aussi le XXe siècle où l'humanité est entrée et qu'elle a traversé en l'imaginant remplie de nouvelles richesses matérielles, spirituelles, intellectuelles et morales, et dont elle va ressortir non seulement sans rien en remporter de ce qu'elle espérait y trouver, mais même dépouillée d'une part de ce qu'elle possédait avant de l'aborder. Et très franchement, comme résumé de ce qui se passe au XXIe siècle, je pense que ça reste tout à fait étonnant de vérité. Henri Astier. Oui, je voudrais dire 2 choses pour rebondir. D'abord, ce que vous disiez sur son anthologie de la poésie, il y a un sonnet qu'il met qui est très original et délicieux, c'est le sonnet d'Oronte dans Le Misanthrope. Donc Molière fait un pastiche de sonnets précieux et qui sert ensuite à Alceste, qui il peste contre ce genre de choses. Moi, j'ai toujours trouvé que ce sonnet était excellent et que, comme toujours, Molière veut parodier quelque chose, mais il fait mieux qu'eux. Et donc, j'étais enchanté de voir qu'il met le sonnet d'Oronte dans cette anthologie. La deuxième chose que je voulais rebondir sur ce que Nicolas disait il y a quelques instants sur l'actualité de Jean-François Revel. Donc, comment les démocraties finissent, Revel explique les mécanismes par lesquels les démocraties se mettent en position d'infériorité. Et c'est extrêmement actuel sur la Russie. Il dit notamment à chaque fois qu'il y a une crise, que l'ours commence à grogner, à menacer ou à agresser, les démocraties se demandent qu'est-ce que nous avons fait, se donne la faute. Il n'y a pas le premier réflexe, c'est de voir ce que nous pouvons faire, nous, démocratie, pour pacifier cet ours ombrageux. Et donc, il parle notamment, évidemment, à la suite de l'Afghanistan. Giscard d'Estaing est allé à Moscou pour essayer
de résoudre ce malentendu. Et ça a été aussi le premier réflexe du président Macron. Et tout ce que la Russie a fait, disons depuis 2008 en Géorgie, en 2014 en Ukraine, n'a pas mené à des mécanismes de défense de la part des démocraties. Au contraire, il y a eu un apaisement. Et cet apaisement, Jean-François Revel le montre dans le cadre de la guerre froide. Toutes ces analyses sont parfaitement pertinentes sur ce qui se passe en Occident depuis une douzaine d'années avec la Russie actuelle. Laetitia Sanche-Renard. Alors, ce qui est aussi, je trouve assez admirable chez Jean-François Revel, c'est que il développe un libéralisme réaliste. Toutes les formes de libéralisme devraient l'être, à mon avis, mais on accuse souvent le libéralisme d'être une pensée de l'absence de frontières, de la déconnexion de toute obligation, de l'individualisme radical. Et y compris d'avoir pensé après la chute du mur et la chute de l'URSS que voilà, la mondialisation heureuse allait triompher. Bon, un vrai libéral comme Jean-François Revel n'a jamais dit ça, n'a jamais écrit ça, n'a jamais pensé ça, et au contraire, c'est quelqu'un qui arrivait parfaitement bien à penser toutes les difficultés des régimes démocratiques et libéraux, mais il en restait bien évidemment partisan. Et je suis d'ailleurs assez étonnée que le libéralisme ait toujours aussi mauvaise presse, alors que quand même, on en a des représentants exceptionnels, Raymond Aron, Jean-François Revel, qui ont développé des pensées très complexes sur ces sujets, mais ils semblent avoir été dépassés par la caricature qu'on fait de cette école de pensée. Et l'autre chose dont on va sûrement parler, c'est aussi l'humour de Jean-François Revel. Ce que je trouve assez incroyable dans les mémoires, notamment, c'est sa capacité d'autodérision et sa capacité de moquerie aussi. Quand on lit les mémoires, on rit beaucoup. Donc il se moque de lui volontiers, mais il se moque aussi d'autres, et d'autres gens connus, souvent d'intellectuels. Et je me rappelle une phrase, alors que je cite approximativement, mais il dit à peu près il y a deux méthodes pour avoir toujours raison. C'est soit ou plutôt deux méthodes pour durer dans la vie intellectuelle. C'est soit la méthode de Raymond Aron, c'est d'avoir toujours raison, soit celle d'Alain Minc, c'est d'avoir toujours tort. C'est d'une méchanceté assez consommée, mais en même temps, c'est assez brillant quand on y réfléchit. Il se pourrait même que ce soit assez exact, allez savoir. Mais nous mettez là sur l'écriture de Jean-François, mais il y a aussi l'aspect du journaliste, c'est-à-dire la manière dont il a pris un journal et qui se déclinait lentement, et dont il a décidé d'en refaire un journal qui trouve son public et qui ne soit pas dépendant d'aide, etc. J'ai assisté à ça, je suis arrivé un peu tard, il avait déjà commencé le travail, mais justement, il y a un premier travail qui consiste à refaire une équipe, c'est-à-dire à se séparer des gens qui ont oublié l'idée même, des journalistes qui ont oublié même l'idée de travail. Et il avait, pour faire ça, ce qui prouve que ça n'était pas seulement un pur esprit, il avait fait déménager le journal de la rue de Berry à l'avenue Hoche, c'est-à-dire à peu près, il y avait 200 mètres ou 300 mètres, et les locaux de la rue de Berry, que j'avais connus pour être allé voir un journaliste rue de Berry, étaient des locaux tout à fait spacieux, agréables, même plus qu'agréables. Et donc, un jour, quand on est devenu plus proche, je lui ai dit, mais pourquoi tu avais fait faire ce déménagement? Il m'a dit, c'est le seul moyen de perdre des gens. Et donc, effectivement, dans les 200 mètres, il avait perdu un assez grand nombre de gens. Et ensuite, il a mis la rédaction au travail. Je l'ai vu. Un journal est un organisme qui a besoin d'une tête, d'un patron. C'est très important. J'ai été surpris par ça. Et je l'ai constaté quand, après le départ de Jean-François dans des circonstances conflictuelles avec le propriétaire, Sir James Goldsmith, les confrères que je voyais depuis plusieurs années au boulot, parce que Jean-François les envoyait au boulot, se sont, du jour au lendemain, beaucoup d'entre eux,
assis dans leur fauteuil, ont mis les 2 pieds sur la table et ont commencé à lire les quotidiens pour voir quel sujet ils pourraient bien trouver pour l'Express. Et ça, il a été, et c'était un travail épuisant, parce que les conflits à l'intérieur d'un journal, parce que la bande, les baronnies entre les anciens de l'AFP, les anciens du Figaro, les anciens de l'Express, bref, tout ça, il fallait qu'ils règlent tout ça, et en même temps qu'ils fassent travailler tout le journal. Et ce travail, je veux dire, les mains dans le cambouis, contrairement à d'autres, et je pensais, c'est pas que je veuille accabler Jean Daniel, qui a été quelqu'un qui a eu sa place, évidemment, dans le journalisme, mais Jean Daniel, les mains dans le cambouis, il savait pas ce que c'était. C'était Hector de Galard qui avait les mains dans le cambouis et qui faisait que cet hebdomadaire paraissait toutes les semaines. Jean-François, non. Il avait les mains dans le cambouis. Les conférences de rédaction avec Jean-François Revel, c'était des conférences de rédaction où il s'agissait de produire quelque chose qui donne un sens et un contenu au journal. Nicolas Bavrez. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir des gens qui sont à la fois des hommes de pensée et des hommes d'action. Et Revel a été un grand patron de journal. C'est vrai qu'il a redressé l'Express et il avait sa réflexion sur l'information avait commencé au début des années 70. Il avait vu qu'aux États-Unis, il y avait une révolution de l'information et il avait vu aussi à quel point, face aux idéologies, la presse avait évidemment un rôle économique, mais que la presse était très importante pour le fonctionnement de la démocratie parce que c'était la manière d'avoir une information qui soit à la fois pluraliste et indépendante. Et c'est vrai qu'il a porté ensuite à l'Express cette philosophie de l'information et il a été extrêmement cohérent avec ses principes, puisque la crise avec le propriétaire J.B. Goldsmith a été une crise puisque Goldsmith voulait plutôt le garder, et il a vraiment démissionné parce que ce que Goldsmith souhaitait faire, ça ne garantissait plus l'indépendance du journal. Et c'est là-dessus qu'il est parti. Et ce qui montre une cohérence entre sa pensée, ses principes, ses valeurs et son action assez exceptionnelle. Et ça montre aussi, sa fidélité personnelle, parce qu'il y avait aussi l'affaire de Olivier Todd. Oui, qui est peut-être un peu longue à expliquer là, mais en effet, Jimmy Goldsmith avait décidé que Olivier Todd était responsable de l'élection de François Mitterrand, ou à peu près, parce que Jimmy Goldsmith n'était peut-être pas l'homme le plus raisonnable ni le plus rationnel qu'on ait pu trouver, et donc il a exigé le départ d'Olivier Todd, et Jean-François Revel a dit très bien, s'il s'en va, je m'en vais aussi, et Goldsmith ne l'a pas cru. D'ailleurs, des années après, enfin pas beaucoup d'années après, parce que quand même Goldsmith est mort assez tôt, mais je l'ai rencontré une fois après qu'il avait revendu l'Express, et il se mordait les doigts d'avoir laissé partir Jean-François Revel. Mais le journalisme est un métier sans mémoire. Je veux dire, je ne sais pas, Laetitia, si dans votre rédaction, si quand vous prononcez le nom de Jean-François, ou prenons-en un autre pour ne pas avoir l'air d'être monomaniaque, et non pas que je le mette au même niveau que Jean-François, mais disons Pierre Brisson et Beuve-Méry. J'ai fait l'expérience de les nommer devant des étudiants en journalisme. Je pense que je leur aurais parlé de Brunehilde et de Louis Le Hutin. Ça leur aurait fait à peu près le même effet. Il n'y a pas les journalistes qui sont maintenant tous sortis d'une école, ce qui n'était pas le cas, moi, quand j'y suis rentré. D'ailleurs, j'ai pas fait d'école de journalisme. Non, moi non plus. Vous non plus. Mais on commence à devenir des exceptions fortement. Et ces écoles, ont beau se livrer une certaine concurrence, elles produisent quand même un enseignement qui est très standardisé. Et dans cet enseignement, il n'y a rien qui soit de l'histoire du journalisme. Ni matériel, enfin, on ne sait pas comment alors que le journalisme français est une histoire qui est quand même extrêmement particulière, avec une histoire des rapports avec le pouvoir, avec les pouvoirs, qui sont des rapports
de proximité, quelquefois de complicité, et quelquefois même d'inceste, et qui est une particularité du journalisme français par rapport au journalisme britannique, mais aussi par rapport au journalisme italien ou au journalisme espagnol. Bref, il y a dans le... il m'arrive très souvent de penser à Jean-François Revel comme une sorte de patron, dans le sens pattern, du journalisme, et pas seulement comme le penseur et l'écrivain ou le philosophe, parce qu'il y a aussi dans les succès de librairie de Jean-François, et peut-être même d'ailleurs, je crois que c'est le livre qui se vend avec le plus de constance, c'est son Histoire de la philosophie, qui est le fait d'un homme dont on n'a pas encore évoqué l'un des aspects de sa personnalité, c'est-à-dire le pédagogue. C'était un prof. C'est d'ailleurs, il avait refusé toutes les décorations. Et il a accepté la Légion d'honneur. C'était François Bayrou, qui était ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Et Bayrou avait dit à un certain nombre de gens, et je l'avais entendu le dire, « Je le lui ferai accepter. » « Ah bon, et comment ferez-vous » ? « Je le lui ferai accepter parce que je vais lui dire, et c'est vrai que je le décore en tant que professeur. » Et Revel a accepté d'être distingué comme professeur. C'était Henri Astier. Oui, mais je suis très heureux de vous entendre dire ça parce que il est considéré, surtout par la profession des journalistes, surtout comme un pamphlétaire. Et ça a un côté péjoratif. Il écrivait des livres de circonstances. Je crois que ça a commencé dès son premier essai, qui est Pourquoi des philosophes. On a fait un pamphlet d'humeur, un livre qui se moquait des philosophes en vogue à la mode dans les années 50, alors que c'est pas du tout ça. C'est vraiment un livre de philosophie. Et il a prolongé ça par l'histoire de la philosophie occidentale, où il élabore une véritable théorie de la connaissance, et qui est encore valable. Et ça, effectivement, c'est peut-être, et ça aboutira, à son livre peut-être le plus profond, qui est La connaissance inutile, en 1988, où il parle de cette tendance de l'esprit humain à préférer les croyances à l'observation. Un fait n'est ni vrai ni faux, il est désirable ou indésirable. Et il a commencé cette réflexion dès Pourquoi des philosophes. Il a prolongé avec l'histoire de la philosophie occidentale, et à mon sens, c'est son message le plus profond et le plus durable. Nicolas Revel. Nicolas Revel, c'est son fils. En fait, c'est un des points communs à ces grands libéraux du XXe siècle, c'est que Halévy, Aron et Revel sont tous les trois à l'origine des philosophes. Halévy est passé de la philosophie à l'histoire, Aron est passé de la philosophie à la sociologie de la relation internationale, et en fait, Revel est passé de la philosophie au journaliste et à ce qui a été dit à des livres qui ont été considérés comme des pamphlets, mais lui-même disait que la polémique, c'était de la logique chauffée à blanc. Et c'est une très bonne définition. Et quand on regarde les livres de Revel, ce qui fait leur force, c'est évidemment une rhétorique, un style extrêmement percutant, mais c'est surtout la puissance logique qu'il y a derrière. Et les démonstrations sont absolument implacables. Et c'est pour ça que il a à la fois la force de percussion, mais surtout la puissance du raisonnement. Et cette formation philosophique, on la retrouve dans toute son œuvre. Laetitia Strange-Mollard. Alors sur le journalisme, c'est vrai, quand je vous entends parler de Revel journaliste, j'ai une espèce de nostalgie pour un temps que je n'ai pas connu, dans lequel je n'étais pas née. Mais par exemple, les dîners de fin de bouclage, les dîners de bouclage, ça, il y en a plus. Et même pas des déjeuners. Ça ne se voit pas devant le micro, mais j'ai écarquillé les yeux à l'idée qu'il n'y ait plus de dîner de bouclage. Enfin, En tout cas, chez nous, et au point où j'étais auparavant non plus, il y avait des déjeuners de bouclage, et la pandémie, en plus, à partir de 2020, est passée par là, et tout s'est un petit peu étiolé. Mais non, à l'Express, on ne fait pas ça, et vous disiez que les journalistes n'ont pas de mémoire et ne connaissent pas forcément l'histoire de leur profession. C'est tout à fait vrai, malheureusement.
Alors, nous avons fêté il n'y a pas très longtemps les 70 ans de l'Express. Nous avons évidemment mis Jean-François Revel à l'honneur, mais je suppose que la plupart des plus jeunes journalistes de notre rédaction ne savent pas forcément qui il est, à quel point il a compté et à quel point il a compté, qu'il a compté pour ce journal-là. Le pire aujourd'hui, c'est que c'est dans la nature du journaliste de ne pas avoir de mémoire, mais une actualité chasse l'autre. Mais de nos jours, on est au paroxysme de ça, parce qu'avec les moyens d'information que nous avons, l'Internet et les réseaux sociaux, bien sûr, une activité chasse l'autre, mais d'une milliseconde à l'autre. Et c'est infernal, en fait, de faire du journalisme dans ces conditions, parce que notre rôle doit être de distinguer le bruit du signal, c'est-à-dire l'information importante de l'écume des choses. Or, bien sûr, nous pouvons tomber dans certains travers, et je m'inclus dans cette critique, qui consiste à ne plus savoir faire cette distinction et à mettre en avant des choses qui sont complètement périssables ou qui sont complètement inintéressantes. Mais, puisque nous sommes soumis à des exigences d'audience et d'abonnement, nous continuons à le faire. Enfin, en tout cas, nous tâtonnons. Et je me demande souvent ce que Jean-François Revel penserait du journalisme d'aujourd'hui et de la façon de faire du bon journalisme aujourd'hui dans cette situation. Je pense qu'il serait tout à fait opposé à cette forme de journalisme qui est du journalisme de marketing. Qui se traduit, je crois, par deux choses. La première, c'est on fait la même chose que les autres, comme ça on est sûr de ne pas prendre de responsabilités trop importantes aux yeux de l'actionnaire. Et la deuxième, c'est que, comme les autres, on fait du journalisme de marketing, c'est-à-dire on s'imagine, on croit qu'on sait ce que les gens veulent et on leur donne ce qu'ils veulent plutôt que de prendre le risque de leur proposer quelque chose qu'ils ne savent pas encore qui pourrait les intéresser. Mais pour reprendre ce que disait Henri Astier sur l'importance de la connaissance inutile dans l'œuvre de Jean-François Revel, il y a une forme d'écho à cette importance au fond, persuadé il fallait se battre pour l'information et pour la connaissance, et qu'en même temps, c'était un combat, je ne dirais pas complètement vain, mais en tout cas dont l'issue ne pouvait pas être très positive. Son autre vie, c'était dans la littérature. C'était un lecteur ardent et un partageux de lecture. Je ne pourrais pas dire combien de livres j'ai découvert grâce à des conversations qu'on a pu avoir à table. En général, on avait les conversations à table. Et puis, du coup, ça me donne l'idée de parler d'un livre qu'on n'a pas encore évoqué, qui est son livre sur Proust, qui est un court livre, dont, au fond, l'argument central est de dire méfiez-vous, vous risquez d'avoir été intoxiqué par des tas de proustologues qui ont fait des choses beaucoup plus tordues que Proust n'en a jamais fait lui-même. Proust est un humoriste. Absolument. Et c'est comme ça qu'il faut lire Proust, et je pense que c'est une clé qui doit permettre d'entrer dans cette œuvre. Henri Astier ? Oui, alors son livre sur Proust, qui a été publié au début des années 60, est en fait on peut le considérer comme un prolongement de Pourquoi des philosophes. Parce que qu'est-ce qu'il fait dans Pourquoi des philosophes ? Il dit que la philosophie est devenue inutile, elle a abandonné cette quête de la connaissance, et elle est devenue complètement métaphysique. Et cette métaphysique a contaminé les sciences humaines, l'analyse littéraire, et c'est cette contamination qui le regarde. Alors, sur Proust, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une tendance à voir dans Proust une espèce de versant littéraire de Bergson, et cette philosophie de la mémoire, etc. Et elle dit c'est pas ça qui est intéressant, c'est pas ces banalités sur le fait que le souvenir peut survenir au hasard d'une sensation ou d'une madeleine. Ce qui est intéressant, c'est la satire, c'est la critique, c'est l'observation, c'est la description d'une classe qui est absolument dévastatrice. Et on rit en lisant Proust. En fait, j'ai découvert Proust en lisant Revel plus qu'en lisant Proust.
Nicolas Vavresse. Dans les mémoires, Revel explique qu'à 12 ans, il a compris que face à l'enseignement officiel, il fallait privilégier les voies obliques. Et on a exactement ça chez lui, c'est-à-dire que c'est la rencontre de ce qu'on a dit, c'est-à-dire la logique et la méthode philosophique, mais avec une démarche qui est à chaque fois une démarche très originale. Ce que vous avez dit, on peut le dire aussi, tout le monde ignore qu'il a passé plus d'une dizaine d'années à s'intéresser à l'histoire de l'art. Et que ce qu'il a écrit est extrêmement intéressant. La même chose sur son approche de la gastronomie. L'idée qu'on puisse, en philosophe, traiter de la gastronomie, c'est vrai que, et là encore, sans se prendre au sérieux. Et ça fait cet intérêt qui est cette espèce de télescopage des mondes. Parce que ce qui a été rappelé tout à l'heure, souvent on considère que le libéralisme c'est quelque chose de froid, de glacé, de très ennuyeux. Et Revel, il y a le festin en parole, mais il montre aussi que la liberté, le vrai festin c'est la liberté. Et c'est pour ça d'ailleurs que même s'il a toujours effectivement un doute, mais Revel n'est pas du tout désespéré. C'est un grand lutteur, mais qui ne renonce pas à l'idée que la liberté peut gagner. Ça n'est pas certain, mais ça reste toujours possible. Et c'est vrai qu'il avait, lui, ce que Aron n'a pas assisté au dénouement du XXe siècle, mais lui, oui, puisqu'il a vu la chute du mur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas tombé dans l'utopie de la fin de l'histoire, évidemment, et de l'avènement de la démocratie de marché. Il a bien vu que les menaces n'avaient pas disparu, que les démocraties restaient des régimes fragiles et contestables, mais il garde vraiment cet espoir et le fait que c'est là il est aussi très français, c'est qu'il a cette conception à la politique de la liberté et il a cet attachement à des valeurs universelles qui est une marque de fabrique du libéralisme français. Laetitia Strauss-Bonnard. Parfois, je me dis que nous vivons une période peut-être un peu étrange dans laquelle des gens comme Jean-François Revel ou Raymond Aron sont moins lus, moins connus. Ils sont commémorés, mais ils sont pas profondément lus et médités. Mais il se pourrait bien que dans 10, 20, 30 ans, ils soient redécouverts. Ça se passe souvent comme ça. Il y a des artistes qui tombent dans l'oubli, ou pas l'oubli, disons le purgatoire. Baisse de popularité, ou dans le purgatoire, et qui reviennent. En musique, c'était le cas de Jean-Sébastien Bach, ça a été redécouvert par Mendelssohn, et sans cela, peut-être qu'il serait moins admiré aujourd'hui, à tort. Je pense aussi en philosophie à Schopenhauer, qui, pendant très longtemps, n'a pas été compris par ses contemporains et qui a commencé à connaître le succès à la fin de sa carrière. Donc, je pense que c'est une question de perspective, de point de vue. Peut-être que dans 20 ans, on considérera Jean-François Revel à sa juste valeur, donc c'est-à-dire comme un très grand journaliste, un grand philosophe, un grand polémiste. Et vous l'avez dit, Nicolas Vavresse, en fait, c'est un homme des Lumières. Le terme lui va très bien parce que il a cette clarté dans l'expression qui n'est absolument pas du simplisme. La clarté résulte d'un très grand travail de recherche et de réflexion, et il a cette capacité à en sortir, en fait, la substantifique moelle. Je relisais, en préparant cette émission, quelques pages de ses mémoires, et il explique, par exemple, comment il écrit ses éditoriaux. Alors, il appelait ça des commentaires. Il parle de sa façon de les écrire pour Le Point. Il dit, voilà, j'ai 3 feuillets, donc c'est à peu près 4500 signes, mais en fait, pour écrire un petit article comme ça, il faut écrire un long article, mais pas sur le papier, dans sa tête. On réfléchit, on discute avec soi-même, et en fait, à la fin, on en ressort les traits les plus saillants pour aller vraiment vite et fort. Et alors ça, c'est une méthode absolument géniale, et il a raison, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas un article qu'ensuite on coupe, c'est quelque chose qu'on réfléchit dans sa tête avant et qu'on pousse dans ces points les plus forts. Ça, c'est aussi le talent d'un styliste, finalement.
Il y a quelque chose en écho à ce que disait Nicolas. Deux choses. Un festin en parole est donc un livre sur l'histoire de la gastronomie. Et il a écrit, c'est L'œil et la connaissance, si je me souviens bien, qui est le livre sur le fruit des années d'études de l'histoire de l'art. Et l'un et l'autre montrent que on jouit mieux de la cuisine d'une part et de la peinture d'autre part quand on a la connaissance de l'histoire de l'une et de l'autre. Et que plus on est préparé à aller dans un musée ou dans une exposition, etc., plus on s'aperçoit que l'œil tout seul ne voit pas, que l'œil a besoin d'avoir été nourri et informé par, et notamment par l'histoire. Et là aussi, bon, c'est un contresens d'une époque qui pense que la spontanéité, qu'il suffit que le contact direct. Il y a quelque chose, on est passé en matière d'histoire de l'art du catholicisme où il fallait un intermédiaire entre l'œuvre et l'homme, au protestantisme où on veut causer directement au bon Dieu et on balaie le... Mais sur ce plan, Jean-François, qui était un agnostique, quoi qu'on n'ait pas parlé de l'importance des jésuites dans sa formation, puisqu'il avait fait toutes ses études secondaires chez les jésuites à Marseille, mais Jean-François, c'était plutôt sur le plan du contact entre l'œuvre et le spectateur, un catholique qu'un protestant. Henri Astier. Oui, je voudrais rebondir d'abord sur une chose qu'a dite Laetitia, c'est parler de redécouverte de Schopenhauer. On peut espérer qu'on redécouvrira Revel de la même façon. Il y a une phrase, une formule de Schopenhauer qui est très connue et qui correspond très très bien à Revel. C'est celle sur les 3 étapes de la vérité. Dans un premier temps, on la ridiculise. Dans un deuxième temps, on la combat vigoureusement. Et dans un troisième temps, elle est une évidence. Et c'est vraiment Jean-François Revel, son anticommunisme qu'il exprime de façon très profonde dès 1970, a été ridiculisé, il a été combattu, et à la fin, il a eu cette expression d'iconoclasme rétrospectif où on dit « Ah bah oui, tout le monde sait que l'URSS était une puissance néfaste et totalitaire et affreuse, vous ne nous apprenez rien ». Donc, et ça rejoint ce que vous disiez, Nicolas Bavrez, c'est le fait que on lui a reproché son catastrophisme, alors que, comme vous disiez, il était optimiste. Il regardait les faits et on lui a reproché d'ailleurs dans les démocraties finistes, on dit regardez, vous étiez un mauvais prophète, vous avez dit que les démocraties allaient être écrasées par les totalitaristes, mais finalement ce sont elles qui ont eu raison de l'URSS. Et ça lui a beaucoup reproché, hein, même parmi les gens qui sont les partisans. Il a été mauvais prophète. Et il n'a jamais dit que les démocraties étaient moins fortes que le communisme. Il a simplement dit que le communisme était fort des faiblesses des démocraties, du fait que les démocraties n'étaient pas prêtes à se défendre. Et son message dans Comment les démocraties finissent est exactement celui de Lincoln, qui a dit « If destruction be our lot, we must ourselves be its author and finisher. As a nation of free men, we must live through it all time or die by suicide ». Excusez-moi, je traduis. Enfin, si la destruction est notre destin, c'est nous-mêmes qui en sommes les auteurs. En tant que nation libre, nous devons soit vivre, soit mourir par le suicide. Donc, c'est une incitation au sursaut. Et s'il avait dit que les démocraties étaient véritablement vouées à la mort, son livre a été vendu à Moscou. Et voilà. Nicolas Bavrez. C'est vrai que toute cette génération, en fait, qui a été celle de la pensée antitotalitaire, a été oubliée. Mais je crois que la redécouverte, elle ne va pas attendre 20 ans. La redécouverte, elle est pour maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il y avait ce système très particulier, ce monde bipolaire et l'Union soviétique, mais les traits, les risques pour les démocraties, en fait, sont exactement les mêmes aujourd'hui.
on a une redécouverte d'Aaron par les stratèges et les diplomates aujourd'hui, avec notamment Paix-Guerre entre les nations ou le Clausewitz. Et la redécouverte de Revel, je pense qu'elle se fera autour de la question de l'information. Parce que c'est vraiment là qu'il a apporté quelque chose qui, je crois, est unique et qui est vraiment au cœur aujourd'hui à la fois des problèmes de nos démocraties avec la partie technologique, les réseaux sociaux, et aussi de la guerre hybride qui est menée par les empires autoritaires. Et c'est vrai que cette question de l'information, je pense qu'elle est aujourd'hui extrêmement maltraitée et qu'elle est abordée de manière, pour le coup, très, très idéologique et qu'on ne la prend pas au sérieux en lui apportant des réponses institutionnelles et politiques. Je vous remercie. Je me plais à constater que dans cette conversation à bâton rompu autour de Jean-François Revel et le nombre de ces œuvres qui ont surgi et de ces œuvres dont j'espère que nous avons réussi à faire comprendre, faire passer, et même à partager le plaisir que nous avons eu à les découvrir et puis à les relire. Je pense que c'est la meilleure façon de célébrer ce centenaire qui l'aurait d'ailleurs lui-même fait rire, car l'idée des célébrations n'était pas absolument le moteur de son action et de sa pensée en général. Merci à Max Ballan avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui va en assurer le compendium, à Nicolas Tourneau qui veille à notre site tandis qu'Olivier Magloire veille aux plateformes de financement, à Adrien Beccaria qui a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique et à Nouvelles Écoutes et à Julien Leville qui nous produisent. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public.